La petite marchande de boîtes. Première partie. Sa fragilité, Sylvie l'expliquait par sa naissance difficile. Alors qu'elle était encore jeune, ses parents avaient pris l'habitude de lui dire combien l'accouchement par le siège avait été éprouvant. L'équipe avait utilisé le forceps, on avait pensé la perdre. Depuis, elle avait toujours été sujette à de brusques effondrements émotionnels, des pleurs, des colères, des épuisements. Ces crises laissaient son entourage pantois. Certains cousins s'en étaient agacés, mais tout le monde avait fini par accepter cet élément. Sylvie n'était pas toujours maîtresse d'elle-même, et il fallait le lui pardonner. Adolescente, elle ressentit de vives douleurs à l'idée que sa famille puisse percevoir cette fragilité comme un défaut. Elle-même se considérait comme ultrasensible, ce qui relevait d'une forme d'intelligence. Elle avait les mêmes qualités que les autres, mais portées à leur incandescence. Ses nerfs percevaient les doses infimes de malveillance ou d'affection, ces doses que les autres ne captaient pas, mais qui suffisaient à la mettre dans tous ses états. Quels imbéciles, ceux qui jugent. Ils auraient dû comprendre qu'elle avait les armes pour les percer un jour. Dans son collège d'Antony, banlieue bourgeoise du sud de Paris, professeurs et camarades la laissèrent tranquille. Elle avait l'image d'une fille non pas mal dans sa peau, mais délicate. Son air intelligent lui évitait les moqueries, elle n'eut pas à subir de méchanceté. Elle n'en resta pas moins méfiante. Elle sentait qu'une pichenette pouvait avoir raison d'elle. Elle cultiva l'amitié de quelques personnes qu'elle retrouvait au fond de la cour après la classe, lorsque le parvis s'éclaircissait. Elle s'animait, se mettait à parler, apostrophait ses camarades et déployait toute l'étendue de sa fantaisie. En dehors de ces plages, Sylvie percevait le monde comme un maelstrom de menaces. Il y avait tant de raisons de s'angoisser, tant de raisons d'avoir peur. Outre la mort, la maladie menaçait, mais aussi les blessures, la solitude, la misère. Même dans cette ville d'Antony, qui respirait le bien-être avec ses maisons cossues, ses allées tranquilles, ses artères commerçantes. Pourtant, elle n'avait encore rien subi d'agressif, mais elle n'arrivait toujours pas à respirer l'insouciance. L'inquiétude lui serrait le cœur. Sa personne était une bille toujours plus contractée. Certains jours, elle se voyait comme un œil unique dont la paupière finissait par se fermer, sous l'effet de sa propre lourdeur. Spontanément, elle dessinait, griffonnait des mots, scotchait de petites choses sur des planches. La pression qui s'exerçait sur son esprit s'allégeait alors. L'énergie passait de son intelligence vers le papier, et cette dépense l'empêchait de devenir folle. Un jour, elle cloua sur une planche une des poupées de son enfance, une poupée qu'elle avait tellement manipulée que les bras s'étaient distendus, que le tissu s'était râpé et qu'un des yeux avait sauté. Elle l'avait fait sans méchanceté, simplement avec l'idée de fixer cette poupée pour la protéger du temps. L'objet avait pris un relief singulier, la tête, comme redressée, paraissait fière. Les bras présentaient une courbure singulière et le corps, piqueté en divers endroits, s'affermissait. Ravie, Sylvie se douta cependant que l'initiative serait mal perçue par ses camarades et même par ses parents. Elle ôta les clous pour mettre au point un système d'aiguilles et de colle afin de fixer à nouveau la poupée, de manière amicale cette fois-ci. Le résultat n'était pas probant, mais elle montra son œuvre à ses parents, qui répondirent par une indifférence extraordinaire. « Quelle drôle d'idée !» finirent-ils par dire, comprenant que leur fille attendait un commentaire. Mais ils ne parvinrent pas à émettre de compliments. De toute façon, ça n'était pas joli. La beauté n'avait pas été le but. Sylvie avait fait une expérience qu'elle jugeait intéressante. Tout critère esthétique lui semblait ridicule.
Elle persista dans le secret de sa chambre. Elle collectionna les planches qu'elle s'amusa à peindre. Elle les creusa parfois, les couvrit de tissus, cloua dessus diverses matières. Elle progressa dans la maîtrise des pinceaux, des ciseaux, des cols. Ses parents remarquèrent son activité sans même en parler. Un sentiment d'accomplissement submergeait Sylvie lorsque, d'une manière ou d'une autre, elle faisait apparaître sur la planche un élément rappelant l'être humain. Une photo, une touche de cheveux, la modélisation d'une partie du corps. À ce moment-là, elle se sentait artiste. Ça n'était ni de la peinture, ni vraiment de la sculpture, c'étaient ses propres objets, et elle sentait combien ils pouvaient résister à tout ce qui la menaçait, elle. Autant Sylvie était parvenue à jouer le jeu de l'école, à laquelle il semblait impossible d'échapper, autant elle s'effondra quand vint le temps des études. À 18 ans, son bac en poche, quelle blague, cette institution validant le passage de gens parfaitement rétifs au travail, elle se trouva démunie face à la myriade de choix possibles. C'est la raison qu'elle avança auprès de ses parents pour justifier l'année sabbatique à laquelle elle s'était décidée. Mais la raison véritable ne manquait pas de l'inquiéter elle-même. Elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle voulait faire plus tard. Cela semblait au-dessus de ses forces. Elle se sentait non seulement incapable d'exercer un métier, mais également, au préalable, de se rendre par elle-même sur les bancs d'une quelconque université. Subir un système, pourquoi pas? Y entrer pour ensuite jouer le jeu de la servitude acceptée, pas question. La simple perspective d'enfermer son corps dans un espace confiné, de lui imposer une discipline et même d'obéir à des ordres qu'elle avait parfaitement le droit de fuir en démissionnant, provoquait en elle des accès d'angoisse épouvantables. Paniquée, elle promit à ses parents de trouver une idée avant la fin de l'année. Et, dans le secret de sa chambre, elle se remit de plus belle à peindre, à clouer, à coller. Vite, fabriquer des objets, les perfectionner. Quoi d'autre pour conjurer l'angoisse? Chaque heure perdue l'écartait de la rédemption, lui faisait prendre le risque d'une vie tout entière saccagée par l'indécision. Au mois de juin, elle aligna devant son lit la quinzaine d'œuvres réalisées. Elle les avait fabriquées dans l'enthousiasme, puis elle les avait polies, repeintes, restructurées, jusqu'à ce qu'elles lui inspirent un sentiment de plénitude. Maintenant qu'elle les observait, elle mesurait le chemin parcouru. Mais elle ressentait de la honte à l'idée de ce que les autres pourraient en penser. Elle se méfiait d'elle-même. Elle s'était retranchée dans sa personnalité, explorant quelques-unes des visions qui la rassuraient. De cette manière, elle avait peut-être interdit aux autres de la comprendre. Était-ce de la paresse que de se replier sur soi? Peut-être même de la folie? Elle se mordit le poing pour résister à la tentation d'envoyer tout valdinguer. Elle partit pour de grandes marches afin d'oublier ses obsessions et trouver une idée à présenter à ses parents. Elle ne parvint pas à d'autre solution que le mensonge, et le mensonge crédible. Elle leur annoncerait qu'elle suivrait des études de lettres, dans l'idée d'être professeure. Après tout, elle n'était pas loin de pouvoir croire elle-même en ses fantaisies. L'idéal aurait même été de suivre vraiment ce plan. Qui sait, peut-être prendrait-elle goût à quelques cours. Par miracle, grâce à la lettre de recommandation d'un professeur, qui s'était pris d'affection pour elle, elle obtint une chambre dans une résidence étudiante du 14e arrondissement. Elle s'y rendit la mort dans l'âme, tout en se raisonnant. Elle n'était certes pas en sécurité dans cette résidence truffée d'âmes jeunes et parfaitement imprévisibles, mais elle avait plusieurs mois devant elle pour réfléchir à la prochaine étape. Tout juste entrait-elle dans l'âge adulte, elle devait maintenant faire feu de tout bois, fabriquer de multiples pièces qui renforceraient sa force intérieure.
En septembre, elle eut un passement en cœur en découvrant la joie de ses parents à l'idée de participer à son installation dans la résidence. S'il se doutait. Son père joua les hommes forts à porter la malle et à signer d'un air sévère le contrat de location. Sa mère portait une robe printanière et faisait des manières de jeune femme, comme si toute cette affaire la renvoyait au temps de ses propres études. Sylvie trouva cette attitude indécente. Mais elle sut retenir ses propres commentaires. Jamais elle n'avait été méchante, sinon pour répondre à une menace. Elle pinça les lèvres et attendit que la libération survienne. Ses parents partis de la résidence, elle laissa résonner le silence des couloirs et des chambres encore inoccupées. Quelle chance de s'être installée plus tôt que les autres. Elle évitait ainsi la grande et fausse agitation des politesses. Puis, laissant l'angoisse se dissiper, elle déballa ses planches, ses pots de peinture et ses tissus pour créer sa première œuvre en situation de liberté. Une œuvre pas désagréable à réaliser, car cet endroit, étrange à souhait, lui inspirait bien des images. À mesure que Sylvie cloua, déchira, rapiéça, la nuit tomba, et elle mit la dernière main à sa planche de bienvenue, comme elle baptisa cette première production, dans un ultime élan d'épuisement. Sur la planche étaient venues se greffer 2 autres planches plus petites. Les tissus les enveloppaient comme de véritables langes. Elle s'endormit du sommeil du juste. Les jours suivants, elle réalisa des croquis et attendit la nuit pour quitter son étage et se fournir en barres chocolatées. Plus tard, elle eut le courage de sortir du bâtiment et de partir en quête au fond des cours, dans les terrains vagues ou les bennes à ordures. Elle dégota des matières sur lesquelles elle n'avait encore jamais travaillé, des plastiques, des cartons, des déchets alimentaires. Elle fit l'effort de se laver au cas où, par malchance, elle serait obligée de nouer contact avec autrui. Il fallait absolument qu'elle garde à l'esprit la nécessité d'un minimum de sociabilité, et cela réclamait un effort. Elle se rendit à la fac de Jussieu pour s'y inscrire. Elle trouva pénibles les files d'attente et redoubla d'ingéniosité pour avoir l'air captivée par ses lectures. Elle s'était coiffée, elle s'était habillée en noir, de manière à ne pas commettre d'erreur. Le noir était une couleur neutre et avait le mérite de correspondre, comme par enchantement, à l'idée que Sylvie se faisait de sa propre apparence, forte et rétive. Elle éprouva du soulagement lorsque les formalités s'achevèrent. Jusqu'au dernier moment, elle avait imaginé qu'une pièce manquerait, ou, pire, qu'on lui annoncerait qu'elle n'avait pas le droit de s'inscrire. Les 2 semaines avant le début des cours passèrent comme un souffle. Puis il y eut les premières conférences, et Sylvie fut accablée. C'était donc ça, l'enseignement de la littérature, de minuscules thématiques, des périodes historiques limitées, des auteurs étudiés par tronçons biographiques, tout cela marmonné par des professeurs qui se donnaient l'apparence de la rigueur, mais qui, ce faisant, se rendaient ennuyeux et salissaient l'objet même de leurs études. Pourtant, Sylvie ne se considérait pas comme une amatrice éclairée. Mais la littérature, et l'art en général, étaient à ses yeux le lieu des surpassements, des sacrilèges, tout au moins de la passion. Se découvrait-elle romantique? Elle trouvait affligeant qu'une heure de cours passe à étudier tel détail de la vie de l'auteur, ou telle querelle sur un mot employé dans un chapitre. Que les professeurs soient vieux, passe encore. Mais qu'ils aient perdu jusqu'à l'ultime once de leur enthousiasme, elle ne le comprenait pas. Ou plutôt, elle commençait à comprendre ce que cela révélait. Ces hommes avaient toujours été vieux, ces hommes avaient toujours perçu la littérature
comme un objet à étudier, voire à disséquer, et cette révélation lui donna des frissons. Elle s'imagina dans la peau d'un papillon capturé par un biologiste, cloué sur un bois, séchant sur place et reclus dans un boîtier. Pendant une semaine, elle en perdit le goût de fabriquer ces machins. Les élèves étaient odieux. Il y avait surtout des filles de bonne famille qui mettaient la même application dans leur écriture, l'entretien de leur classeur, leur tenue vestimentaire et leur façon de parler que les professeurs à passer les œuvres à la moulinette. Sylvie renonça à nouer quelque amitié que ce soit. Jusqu'à l'hiver, son existence se résuma à d'éprouvants allers-retours entre sa chambre, la supérette, et les rues peu fréquentées du quartier. Elle y rôdait la nuit pour chiper de quoi réaliser ses œuvres, qu'elle appelait désormais des boîtes, puisqu'elle encadrait les planches de tiges de contreplaqué. Elle les entassait entre le lit et l'armoire, dans l'espoir que le manque d'espace l'oblige un jour à prendre une décision pour donner une nouvelle impulsion à sa vie. Il y avait aussi les promenades dans les environs de Jussieu, qu'elle arpentait, faute de mettre les pieds en cour. Rester dans les environs, c'était se donner la chance de ne pas abandonner l'idée des études. Et la beauté du quartier la terrassait. C'étaient les boulevards impérieux, Saint-Michel et Saint-Germain, leurs vastes trottoirs dominés par les façades d'orgueil. Les places aux parvis calmes, semées d'étudiants en conciliabule. Les rues plus étroites, bientôt tortueuses, parfois même en pente sévère, distribuées autour de la colline Sainte-Geneviève. Sylvie s'y perdait comme dans une forêt sombre, étonnée par le nombre de restaurants réfugiés dans des salles au plafond bas, longues et mal éclairées, de cafés lumineux au bois d'acajou, ouverts sur des rues qui resplendissaient de leurs pierres éclairées par le jour. Elle n'était rien par rapport à ce bel encombrement. Cette décennie projetée sur les bâtisses et scrutant ses gestes. Cette vie qui s'élaborait encore et à laquelle elle participait si peu, se contentant d'humer les parfums, terrée parmi les ombres. Ces sensibilités qui s'ébattaient et s'incarnaient dans 1000 raffinements, pendant qu'elle rasait les murs et se torturait l'esprit pour fabriquer ses boîtes. Comme elle aurait aimé disparaître devant la joie que présentait Paris. Comme elle aurait aimé ne jamais avoir existé. L'hiver passa en promenade et en fuite par rapport au système, comme Sylvie appelait l'écrasant ensemble de contraintes et de procédures, en quoi consiste la vie d'adulte. Elle parlait peu de sa vie réelle, mais ses parents semblaient lucides. Un jour qu'elle se rendit en week-end à Antony, ville qui lui faisait désormais l'effet d'un musée pétrifié de verdure et de jolies pierres, le pays du repos, sa mère la prit à part. Peut-être pourrais-tu songer à une galerie où exposer tes œuvres? C'était sur un ton bienveillant, très doux, et Sylvie en fut surprise. Comment sa mère avait-elle pris conscience de l'importance que les boîtes revêtaient aux yeux de Sylvie? Les avait-elle contemplées? Comment Sylvie ne s'en était-elle pas rendue compte? L'intelligence de sa mère la rassurait et l'inquiétait à la fois. Décidément, les choses évoluaient au-dessus d'elle, très loin, et elle n'avait pas grand-chose à y faire. Au moins survenait cette impulsion. Sylvie devait maintenant s'atteler à la tâche, et une tâche d'importance. Rien de moins que le dévoilement de ses œuvres aux yeux du monde. S'étonnant elle-même, elle trouva la force d'arpenter les quartiers qui lui semblaient être ceux des galeries d'art. Elle identifia notamment un pré-carré de quelques rues du quartier latin, près de la Seine, presque piétonne, et d'immeubles modestes auxquels le grand âge donnait du charme. Portes de bois, façades de guingois, arrière-cour dégoulinant de traînées sales, avachissement de gouttières et de toits. Semées dans ces vieilleries,
on trouvait des galeries d'art pimpantes, incroyablement propres et neuves, truffées d'œuvres hyper colorées. Ce qui dominait était le lisse et l'évident. Même dans le cas d'œuvres sombres, empattements gris, nus torturés, l'éclairage ou la taille des toiles semblait vouloir faire rire les œuvres. Sylvie ne se découragea pas. Elle était au royaume de l'art, et si personne ne la comprenait ici, alors où? Elle se posta, timide, au coin de la terrasse d'un bistrot, occupant une place centrale dans le quartier, la Palette, et commanda un Perrier. Les épaules voûtées, elle observa la clientèle, beaucoup plus chic que ce qu'elle attendait. Du côté de la Sorbonne et dans la partie est du boulevard Saint-Germain, elle avait souvent repéré de jeunes gens de bonne famille, mal fagotés, perdus dans les jeux de rôle ou les rêveries musicales. Sans doute s'agissait-il des enfants de professeurs, exerçant dans les facultés des environs. Mais ici, les jeunes s'habillaient à la mode et se donnaient l'air de comploter pour organiser des soirées fantastiques. Jamais Sylvie ne ferait partie de leur groupe. Étaient-ce eux, ces futurs acheteurs? Portaient-ils inconsciemment les ferments de la culture à venir? Pour l'instant, ils semblaient utiliser leur argent à des choses bien plus amusantes que celles de l'art. Sylvie chercha du regard des clients plus âgés. Elle repéra 4 hommes qui plastronnaient, dos au mur, parlant fort et donnant l'impression de s'adresser aux passants. Mais ils se contentaient d'échanger souvenirs de vacances et anecdotes graveleuses. Ils fumaient le cigare, arboraient des teints hâlés, des chemises ouvertes. Leur assurance et l'épaisseur de leur rire respiraient la satisfaction. Avec quelle horreur Sylvie se rendit-elle compte, captant quelques mots, que ces hommes, qu'elle croyait vendeurs de fripes ou magnats de l'industrie, étaient en fait propriétaires de galeries. Elle n'en revenait pas. Dans ce quartier, l'art était donc aux mains d'hommes épouvantablement vulgaires, triomphant de leur propre arrogance. Comment pouvait-il comprendre l'acte de créer? Sans doute y voyait-il une façon de posséder les choses, de capter certains élans, de négocier la beauté même et de la transformer en or. C'était une façon d'humilier cette beauté, réalisant le prodige de générer du profit à partir de ce qui en nie le principe. Déstabilisée, Sylvie retourna néanmoins se promener dans le quartier 2 jours plus tard, pour vérifier si les galeries étaient effectivement tenues par ce genre d'hommes. Elle aperçut au fond des locaux, réfugiées derrière d'impeccables bureaux, de jolies femmes qui devaient être de simples stagiaires ou des chargées de communication. Elle eut le courage d'entrer dans une galerie et y tomba nez à nez avec un homme bedonnant, à la chemise fuchsia. Il avait été caché par d'imposantes statues d'éléphants de bronze à la tête de caisse enregistreuse. Elle en frissonna et se fit une idée bien triste de la philosophie de ces affreux propriétaires. Malgré tout, pressant le pas pour sortir du quartier, elle repéra une vitrine dans laquelle 3 toiles présentaient des sortes de cauchemars colorés. Des toiles non pas précisément belles, mais qui ne sentaient pas, comme ailleurs, la volonté de plaire ni de provoquer. Émue, Sylvie entra et échangea quelques mots avec une femme élancée, à la voix grave, qui lui demanda ce qu'elle pensait de ses œuvres. Contre toute attente, elle parvint à articuler une réponse qui trahissait son émotion. « Je les aime parce qu'elles sont sincères. Je ne m'endetterai pas pour elles, et je ne fabriquerai pas ce genre de choses, mais j'ai de la tendresse pour elles. »
Qu'entendez-vous par fabriquer? Fabriquer, c'est un synonyme de créer. Vous créez donc? Oui, je crée. Des machins que j'appelle des boîtes. Venez me les montrer à l'occasion. Rougissant, Sylvie eut du mal à prolonger la conversation. Elle quitta la galerie. Mais elle avait retenu la proposition et comptait bien l'honorer le lendemain. Elle mettait son émotion sur le compte de cette fenêtre qu'on venait de lui ouvrir sur le monde de l'art, mais aussi de la personnalité de cette femme dont elle avait perçu l'empathie. Il avait presque été gênant de constater un tel intérêt. Était-il possible de croire en une amitié si soudaine? Sylvie devait tempérer ses ardeurs. De retour dans sa chambre, elle étreignit sa boîte préférée, celle qui présentait, à l'intérieur de 4 planchettes particulièrement rugueuses, une balle de tennis où se greffaient 4 bras de poupée. Au fond, du papier blanc à motifs évoquait la décoration d'une chambre pour enfants. De fins morceaux de fil électrique tapissaient le sol, c'est-à-dire la planche inférieure. Une affection particulière attachait Sylvie à cette boîte, mais elle était prête à la céder si cela signait le début d'une amitié. Le lendemain, elle se rendit ainsi à la galerie. Fébrile, elle avait fait l'effort de quitter son inaltérable tenue noire pour arborer un joli corsage blanc, un foulard de soie. La femme, elle non plus, n'était plus habillée de noir, mais d'une tunique bleu nuit qui lui donnait un air de prêtresse distinguée. Elle parut enchantée de retrouver Sylvie et se présenta. « Madame Prache. »« Je ne pensais pas vous revoir, dit-elle. » Elle considéra sérieusement la boîte, posa une foule de questions à Sylvie sur sa vie, sa manière de travailler, sa façon de considérer l'art, auquel Sylvie répondit dans une sorte de grand élan, se découvrant animée par une foule de convictions. Puis Sylvie mit fin à la discussion sous un faux prétexte, laissant ses coordonnées, mais quittant le quartier comme pour fuir une zone de trop grande incandescence. Elle passa les jours suivants sur les boulevards, dans un état de grande nervosité. Plus que jamais, la beauté de la capitale lui sautait aux yeux. C'était une beauté vibrillonnante, lourde de promesses. Une sorte d'immense arrogance à laquelle elle se sentait prête à participer, mais qui lui ferait éclater la tête. Incapable de créer, de penser, de sentir, elle trouvait époustouflant que se présentent de telles opportunités. Madame Prache rappela. Sylvie courut en sens inverse, prête à tout entendre. Comme c'était imprévisible la vie. La galeriste la reçut avec distance, sans doute pour donner un ton professionnel à la conversation. Ce que vous faites me plaît beaucoup. Présentez-moi d'autres boîtes, dans tous les genres que vous pratiquez, et si d'autres me plaisent, alors je pense que nous pourrons envisager une collaboration. Dans quelques semaines, je compte ouvrir ma galerie à plusieurs artistes qui débutent, et vous aurez parfaitement votre place parmi eux. Spontanément, Sylvie lui serra la main. Jamais elle n'avait connu ce genre d'effusion, et elle se retint de tenir Madame Prache dans ses bras. Elle avait envie de connaître ce que cachait l'expression distinguée de son visage, ses manières de grande dame. Elle se sentait ridicule, mais toutes les deux allaient bien s'entendre. Un doute taraudait encore Sylvie. Peut-être Madame Prache ne voyait-elle en elle qu'une jeune fille qu'il fallait accompagner, à laquelle il fallait apporter des preuves d'attention pour qu'elle donne le meilleur. Malgré tout, elle croyait deviner chez son mentor des sourires qui ne mentaient pas, des sourires de tendresse et de compréhension, des sourires chargés de confiance. Sylvie trouva un grand carton dans lequel elle rangea la dizaine de boîtes qu'elle estimait présentables. Ses créations récentes étaient de petite taille. On aurait dit que son regard,
en s'affinant, devenait capable de travaux minutieux. L'émotion naissait ainsi de ses proportions réduites, du prodige que représentait l'expression de sentiments si riches dans un espace si contraint. L'essentiel du travail avait consisté dans la recherche des matériaux, car il n'était pas évident de trouver des éléments de petit volume qui soient également expressifs. Sylvie avait dû traîner dans une boutique d'objets à bas prix du boulevard Saint-Michel, chez un marchand de jouets de la Madeleine, chez des brocanteurs de quartiers lointains. Et elle avait été fière de mettre la main sur des boutons minuscules, des matières finement filandreuses, des papiers brodés et colorés, des aiguilles à peine visibles, et autres curiosités dont l'existence prêtait à sourire. Les centaines d'heures de sélection et de bricolage avaient donné ces boîtes qu'elle considérait comme ses chefs-d'œuvre, encore que cette conclusion relevât du pari. Puisqu'elle avait travaillé avec tant d'ardeur, puisqu'elle n'avait fait que progresser, comment supposer qu'un travail continu puisse affaiblir un talent? Puisqu'elle-même se sentait émue à l'idée de concentrer toute son énergie mentale, et même physique, dans la fabrication de boîtes, alors il était difficilement imaginable que ces dernières ne revêtent aucune valeur, sur l'échelle ô combien subjective, et pourtant dotée de degrés, des créations artistiques. Elle arriva dans la galerie dans un état proche de l'abandon. C'était toute sa vie qu'elle déversait sur le bureau dégagé pour l'occasion, devant cette madame Prache qui se tenait droite, comme la juge qu'elle devenait tout à coup. Il y avait des araignées suspendues sur des ampoules, des coquilles d'escargots piquetées d'allumettes, des voitures étonnamment petites, perdues dans le lierre et les boules de poivre. Madame Prache hocha la tête. Il y en a beaucoup. Laissez-moi une semaine pour les examiner et prendre une décision. Le sérieux lui donnait une allure encore plus séduisante, et, malgré l'appréhension, Sylvie repartit avec le sourire, persuadée que cette madame Prache devenait une alliée chaque jour plus fidèle, chaque jour plus appliquée. Deuxième partie. Le lendemain, Sylvie reçut un appel de la galeriste qui lui demanda de passer. Pourquoi ne pas tout lui dire par téléphone? Ce cérémonial n'augurait rien de bon. Il contribuait pourtant à donner à cette journée, et à toutes celles qui précédaient, l'allure d'une période faste. Nos songes peuvent communiquer avec ceux des autres, murmurait-il à l'oreille de Sylvie. Nos mots du quotidien servent à quelque chose, eux si ternes, avec leur habitude de tout rendre vulgaire et angoissant. La journée se prolongea comme dans un rêve. En présence de Sylvie, madame Prache annonça qu'elle intégrerait la boîte intitulée « Bal » dans l'exposition « Artistes en herbe », mais demandait à Sylvie de se remettre au travail. Les autres boîtes ne la séduisaient qu'à moitié. Il fallait chasser le superflu, approfondir les contrastes, mais surtout peaufiner la forme, c'est-à-dire la rendre incontestable. Chaque élément devait être parfaitement agencé, sauf lorsque tel coin de papier décollé, telle griffure revêtait une signification. Pas de problème, s'enthousiasma Sylvie. J'avais besoin de ce genre de conseils pour me remettre au travail. Cette fois-ci, les deux femmes s'étreignirent, laissant échapper un soupir de soulagement. Lors du vernissage, Sylvie fit un effort vestimentaire inédit, portant jupe et ballerine. Elle parvint à nouer une conversation avec deux artistes également présents, un garçon maigre et ténébreux, déjà concentré sur la prochaine œuvre à accomplir, et une fille qui riait beaucoup sans que l'on comprenne toujours pourquoi.
Sylvie fit un effort pour paraître enjouée, et cela lui réussit. Elle n'entendit que des compliments sur sa boîte. Quant aux artistes auxquels elle parlait, il y avait deux parts en eux, la part sociale et la part étrange, voire inquiétante. Et Sylvie parvint à apprécier les deux. Dans d'autres circonstances, cette dualité l'aurait effrayée. L'amabilité pouvait être interprétée ce jour-là comme une forme de bienveillance, l'étrangeté comme un signe d'authenticité. En somme, ces gens-là ressemblaient à Sylvie, et rien n'était plus normal dans une galerie comme celle de Madame Prache. Les jours suivants, leur amitié débuta vraiment. Madame Prache invita Sylvie à déjeuner dans son bel appartement de la rue Mazarine, le long d'une vertigineuse perspective de façades mal alignées, chargées d'histoire et de crasse. Le plafond ployait sous de puissantes poutres d'un vernis sombre, plongeant le salon dans une agréable atmosphère de refuge. La voix grave de Madame Prache y ajoutait encore de la profondeur. Sylvie voulait se taire, laisser son hôte déployer son art de la conversation. Elle avait la sensation de n'avoir jamais rien désiré d'autre que ce repos sous le regard d'une personne d'autorité. Les jours suivants, Sylvie connut une forme d'ivresse lorsque Madame Prache lui présenta des amis, journalistes, artistes ou architectes. Certains passèrent à l'improviste, d'autres proposèrent de les rejoindre à une terrasse. Sylvie était si jeune. Ce décalage prouvait qu'elle et Madame Prache s'entendaient bien. Il se constituait sous leurs yeux, dans la bonne humeur, quelque chose comme un vaste groupe au centre d'intérêts communs, aux psychologies compatibles. Madame Prache y parlait avec éloquence de la gestion de sa galerie, de son travail de défrichage, et c'était un bonheur de l'écouter s'exprimer avec tant d'assurance à propos d'un univers aussi intuitif. Après tout, elle ressemblait à ces hommes aux gros cigares que Sylvie avait appris à détester à la palette. Mais elle lui pardonnait. Cette femme était une déesse protectrice autant qu'une sœur. Elle parvenait à conjuguer pragmatisme et sensibilité. Dans quelques années, Sylvie l'imiterait. Quand on lui posait des questions, Sylvie répondait avec désinvolture et faisait beaucoup rire. Ses parents, sympathiques, mais ne se doutant pas que leur fille créait. Sa résidence, un affreux repère de filles superficielles et de garçons faussement virils. Jussieu, truffé de bourgeoises et de vicelards. Sylvie forçait la dureté de ses jugements et ne se lassait jamais d'entendre les rires. Elle en oubliait de s'habiller en noir. Il lui arrivait d'enfiler de vieux débardeurs de couleur claire. Il lui arrivait d'enfiler de vieux débardeurs de couleur claire, de mettre un nœud rose dans les cheveux. C'était une avancée craintive, mais réelle, dans le monde des gens qui n'ont pas peur. Elle en apprit beaucoup sur Madame Prache, qui racontait d'un air gourmand de petites choses sur elle-même. Sa jeunesse dans un village bordelais, sa détestation des codes sociaux, son arrivée à Paris qu'elle tenait pour le lieu d'élection de la puissance financière et des libertés créatrices. Elle s'y était tout de suite sentie de plain-pied, rendant grâce à ses parents. Certes, elle s'était révoltée contre eux, mais elle les remerciait aujourd'hui pour le capital d'intelligence et de bonnes manières qu'ils lui avaient légué, et, il fallait le dire, pour la beauté qui avait été la sienne. Elle avait passé l'âge de séduire, mais sa grande silhouette méridionale et sa chevelure assez folle avaient fait des ravages. Il l'avait sans doute aidée à monter sa galerie, puis à rencontrer le succès. « Que voulez-vous, disait-elle, je suis une femme heureuse. J'ai eu de la chance, et je sais tout ce que le bonheur doit à la chance. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai la sensation que mes volontés coïncident avec le monde. C'est une chose rare, je m'en suis rendu compte.
Sylvie se laissait envelopper par cette confiance. Elle guettait les regards chaleureux de madame Prache, qui, lorsqu'on servait du vin, se permettait parfois de la fixer, mimant une sorte de rêverie tendre. Alors elle retournait dans sa chambre d'étudiante, sans même raser les murs, estimant que la résidence n'était pas si désagréable, et qu'elle abritait de nombreuses personnes à qui parler. Les semaines défilèrent avec une facilité désarmante. Certains jours, Sylvie se promettait de rester concentrée pour goûter le temps qui passe. Elle faisait si peu de ces journées. Les rêveries, les actes créatifs, les retrouvailles avec madame Prache occupaient seules des heures qui s'évanouissaient sans répit. C'était sans doute cela le bonheur. Il vous précipitait vers un avenir qui vous engloutirait. Un jour, madame Prache demanda à Sylvie où elle en était de son travail. Fébrile, Sylvie lui promit de lui montrer quelques boîtes. Elle passa une partie de la nuit à réaliser ce qu'elle aurait dû faire et resta perplexe. Les conseils de madame Prache n'étaient plus si évidents à appliquer. Parfaire, affiner, qu'est-ce que cela signifiait? Fallait-il poncer cette planche, lisser ce carré peint, repasser ce pli? Réflexion faite, Sylvie tenait à ces imperfections. Aux yeux de qui ces œuvres gagneraient-elles en force si l'on arrondissait leurs contours? Au petit matin, Sylvie choisit 3 boîtes qu'elle avait enjolivées, sans pour autant gommer leurs aspérités. Prache s'en agaça. « Vous n'avez pas travaillé, Sylvie. Vous ne saisissez pas l'effort que je vous demande. Pour l'instant, vos boîtes n'ont pas un niveau professionnel. Je ne pourrais pas en faire une exposition. Allez donc voir des musées, d'autres galeries, renseignez-vous. Qui voudrait acheter ces machins, comme vous dites, s'ils sont confectionnés par une petite fille? » Quelques minutes plus tard, madame Prache se montra plus sévère encore. Il était dans son rôle, affirmait-elle, de lui demander de muscler sa connaissance de l'histoire de l'art. Pouvait-on vraiment rencontrer son public si l'on n'était pas conscient de l'existence des courants qui définissent notre époque? Était-il possible de proposer une œuvre sans connaître par exemple la révolution qu'avait représentée Duchamp? Bien sûr, il ne fallait pas assécher sa créativité. Si l'on pense trop au public, on le manque. Il fallait être cérébral comme Duchamp, mais pas rationaliste ni trop prévoyant. Prache pensait à Kunz, qui se réclamait d'ailleurs du premier. Duchamp lui-même parlait d'un coefficient d'art correspondant au décalage entre l'intention et le résultat. C'est cette chose l'art, disait-elle, cette part de mystère, d'imprévu, de spontanéité. Appelez-la comme vous voulez. Je ne saurais vous donner de conseils, mais il me faut au moins vous dire ça. En un mot, ne m'écoutez pas quand je vous conseille de vous cultiver. Estomaquée, Sylvie récupéra ses boîtes et sortit sans un mot. Elle le regretta, mais n'osa pas revenir. Il lui fallait réfléchir à la violence de ce qu'elle venait d'entendre, puis au ton qu'avait employé Prache, ainsi qu'au soudain vouvoiement. Leur amitié venait-elle de prendre fin? Prache avait sans doute voulu se placer, le temps de cette conversation, sur un plan strictement professionnel. Mais cela n'ôtait rien à la douleur de réaliser à quel point cette amitié restait fragile. Peut-être même mensongère. L'entrevue provoqua de l'angoisse chez Sylvie, qui, le jour même, acheta plusieurs volumes sur l'histoire de l'art. Mais elle ne pourrait pas digérer tant d'informations, du moins dans un laps de temps suffisamment court pour ne pas perdre contact avec son élan créatif. Garder l'esprit vif et la main légère, tout en maintenant un œil sur les théories en vogue, non seulement Sylvie ne se sentait pas capable, mais cela ne la satisfaisait pas. Comment donc allait-elle s'en sortir?
Pleurant le long du boulevard Saint-Michel, elle rentra dans sa chambre et s'y enferma. Elle laissa passer quelques heures. Le pire était qu'elle comprenait la demande de madame Prache, sans parvenir pour autant à suivre ses conseils. Non, vraiment, il était au-dessus de ses forces de fondre ses créations dans une sorte de matière lisse et colorée. Autant les détruire et commencer autre chose. Mais quoi? Cela revenait à se jeter dans un vaste monde inamical. Sylvie continua de pleurer, fantasmant que ses larmes dissolvent ses œuvres et les ramènent à l'état de matière fluide, élémentaire. En début de soirée, un appel téléphonique la tétanisa. Sa mère était à Paris et proposait de passer la voir. Crispée, Sylvie n'eut pas le réflexe de refuser. C'était une erreur terrible, car elle n'était sans doute pas dans son état normal. Les événements récents la rendaient confuse. Mais elle ne voulait pas éveiller les soupçons en inventant des excuses. Elle rangea la chambre, se doucha, s'habilla de blanc, se coiffa. Sa mère charmante se présenta les bras chargés de produits du terroir et de biscuits. Elle se comporta comme une bonne amie, bienveillante. Sylvie la reconnaissait à peine. Tant de choses se pressaient en elle qu'elle avait peur de ne pas tout décrypter. Cette visite prenait décidément une allure inquiétante. Sa mère n'avait pas changé et devait remarquer combien sa fille, elle, semblait différente. La conversation roula sur des choses anodines jusqu'à ce que sa mère demande, innocemment, comment s'étaient passés les examens. Sylvie ne laissa rien paraître de son trouble. Les mois avaient donc filé si vite. L'été s'était installé dans les rues, avec son cortège de silhouettes légères, ses touristes, ses foules aux terrasses. Cela signifiait que les examens s'étaient déroulés. Les résultats devaient même être tombés. Sa mère le savait-elle? Sylvie ne voyait plus d'autre solution que de mentir. Oui, j'ai travaillé, maman. J'ai bien appliqué les consignes. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de décrocher mes UV. L'enseignement t'a plu? Penses-tu continuer dans la même voie? Nous en avons finalement très peu parlé avec toi, ton père et moi. Je ne peux pas dire que ça me passionne, mais il faut s'accrocher, non? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sa mère éclata de rire, mais Sylvie resta de glace. Elle s'écoutait parler de manière mécanique, avec ses proverbes ridicules et cet optimisme grossier. Quelle horreur si sa mère, sachant que sa fille ne figurait pas sur la liste des admis, la laissait se fourvoyer. Mais quelle horreur également si, faisant confiance à sa fille, malgré les signes qui s'accumulaient en sa défaveur, elle se laissait tromper par une jeune femme qui s'en voudrait alors toute sa vie. Penses-tu revenir à la maison pour les vacances? Je dois me décider avec quelques amis, je te donne bientôt ma réponse. Elles en restèrent sur ces paroles banales, trop joyeuses pour ne pas tordre l'estomac de Sylvie. Elle croyait assister à la mort de ses relations de confiance avec ses proches, une mort qu'elle n'avait pas du tout anticipée, une mort qui s'abattait sur elle alors que, fragilisée par les paroles de Prache, elle aurait eu besoin, sinon de la présence de sa famille, du moins de leur lointaine bienveillance. Fuyant sa chambre, elle se rendit dans les musées, comme Prache le lui avait recommandé. Loin de la stimuler, le spectacle de ces vastes pièces aux murs blancs, semés d'œuvres hermétiques, l'accabla. Au palais de Tokyo, elle découvrit des installations qui mettaient en scène des empilements de briques et de cubes. Les maigres explications déroulées sur les panneaux l'angoissèrent. Elle se sentit ridicule à ne pas percer à jour les intentions réelles de l'artiste. Pire, il était précisé dans la biographie que le jeune homme, moins de 30 ans, s'était lié d'amitié avec le mécène
qui avait organisé dans plusieurs musées du monde la scénographie de ses œuvres. Jamais Sylvie ne pourrait nouer ce genre d'amitié. Elle comprenait à peine le sens du mot mécène. Alors, devenir intime avec l'un de ceux-là. Un mécène, ce devait être un prache, en 100 fois plus puissant, irradiant d'un charisme qu'il fallait savoir affronter. Quel était donc ce monde où la carrière dépendait des amitiés? La véritable œuvre de ces gens-là, c'était donc leur relation. Dire qu'elle avait fabriqué ces boîtes pour se concocter un refuge. Le coup de grâce survint avec les quelques mots qu'elle échangea le jour même, dans le quartier des Galeries, où elle s'était mise à errer, prenant soin d'éviter la galerie Prache. Elle y croisa l'un des artistes qui avait exposé avec elle pour Artistes en herbe, le jeune homme très maigre. Il semblait revigoré. Peut-être le stress l'avait-il vidé de ses forces le jour du vernissage. Et il paraissait ce jour-là grandi par une assurance à toute épreuve. Il reconnut Sylvie, mais il ne mentionna pas ses boîtes. Sans doute la prenait-il pour une journaliste, une spectatrice. Elle trouva confortable de ne pas dissiper le malentendu et lui demanda ce qu'il avait pensé de l'événement. « J'aime beaucoup Madame Prache, dit-il. Elle m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'avais un peu honte de cette exposition. Tout n'était pas très bon. »« Ah oui ? Qu'avez-vous pensé des boîtes, par exemple ? » ?»« Elles étaient jolies, mais qu'est-ce que c'est ringard ? Ça fait 20 ans qu'on voit des trucs comme ça. Et même un siècle, si l'on pense aux surréalistes, aux sculptures de Braque. C'est mort tout ça. C'est de l'imitation, du bégaiement. Des objets pour gamins. Quelle déprime, franchement, de voir ces trucs sur un mur. Mais je dois vous paraître brutal. Vous avez aimé, vous ? Oui. J'ai trouvé ces boîtes touchantes. Je ne me suis pas posé la question de ce qu'il fallait faire ou non. L'émotion, vous avez raison, n'oublions pas l'émotion. Sylvie s'était surprise à affirmer ce en quoi elle croyait, mais ce fut bien la dernière fois. Ils se quittèrent sur la promesse de se revoir un jour. Le garçon disparut dans une galerie voisine. Sylvie s'enfonça dans une ruelle qu'elle ne connaissait pas, rasant le mur de pierre et baissant la tête. La rancœur lui faisait marmonner des phrases. Bon an mal an, elle trouva le chemin de Jussieu et se posta sur la place qui lui faisait face. Elle commanda une bière, chose qu'elle n'avait encore jamais faite seule. L'alcool la détendit de manière inespérée, mais précipita chez elle un flot de pensées mauvaises. Elle n'avait que des reproches à faire, des constats douloureux à dresser. Elle aperçut un professeur d'une 60aine d'années en grande conversation avec une étudiante, 2 tables plus loin. Il n'avait donc pas honte. Ces choses-là, elle pouvait les observer chaque fois qu'elle se trouvait ici. Pourquoi donc éprouvait-elle tant de colère contre ce genre de séduction larvée ? Les gens n'avaient-ils pas le droit de s'aimer ? Bien sûr, mais cet amour lui paraissait si clinquant, fondé sur un mélange écœurant de conformisme, l'amour pour l'autorité morale, et de flirt avec l'inceste, que le bonheur qu'il inspirait lui paraissait révoltant. Elle se leva, marcha vers la résidence, mais ressentit de l'écœurement à l'idée de rester dans la chambre. Quelle prison! Elle ressortit quelques instants plus tard avec un sac dans lequel elle avait tassé des affaires. Elle marcha vers le nord, filant droit pour abattre de longues distances. La dépense physique la soulagea. Il y avait ces rues, ces boulevards, où le soleil entrait comme un intrus. La ville lui faisait l'effet d'un réseau de veines où circulaient des particules de vie pure, globules sans conscience ni liberté, mais porteurs d'une vitalité bienfaisante. Passé le périphérique, elle décida de réfléchir à la réponse qu'elle pourrait apporter à sa mère. Mais elle devinait déjà qu'elle n'aurait ni le courage de passer des vacances en famille, ni celui de trouver une excuse. Comme elle était lâche.
Alors, que faire? Elle poursuivit sa marche le long d'un parcours qu'elle voulut le plus droit possible. Elle atteignit des banlieues ternes, des zones pavillonnaires, des quartiers de tours et de résidences de taille moyenne, des endroits qu'elle pensait infinis, mais qu'elle traversa de part en part. Elle en vit le bout au moment où la fin se fit sentir. Elle apercevait des champs, des forêts, des vallons, des perspectives. Elle se posta sur un talus surplombant une nationale, respira fort et se sentit étourdie. Quand elle repartit, elle trébucha bêtement, dévalant le talus. Sa tête vint heurter l'un des cailloux qui bordaient la route. Troisième partie. Sylvie se réveilla à l'hôpital, sa mère à ses côtés. Elle pleura, puis elle expliqua qu'elle était simplement partie en randonnée et qu'elle avait fait une chute. Sa mère comprenait, mais déclara que sa chambre était prête à la maison. Ses affaires y avaient été transférées. Elle viendrait se reposer autant qu'elle le souhaitait. Curieusement, l'idée paraissait acceptable à Sylvie. Sans un mot, elle se fit reconduire chez ses parents, retrouva sa chambre d'enfant et y dormit beaucoup. Puis, requinquée, elle ne pensa qu'à une chose, passer à Paris pour rendre visite à Madame Prache. Quand elle se rendit à la galerie la première fois, elle aperçut, avant d'entrer, Madame Prache en grande conversation avec une fille et un garçon qui n'avaient pas du tout l'accoutrement de peintre ni de vidéaste. La fille portait une jolie jupe de calicot à fleurs. Ses mains dans le dos lui cambraient la taille, et le strass des chaussures faisait un charmant contraste avec son visage apaisé. Le garçon avait noué sur ses épaules un pull-over de fine maille, et sa chevelure sauvage et blonde évoquait des régates au mois d'août. Ils étaient par ailleurs trop jeunes pour être clients. En quelques secondes, cependant, Sylvie comprit. Il s'agissait des enfants de Madame Prache. Ils avaient quelque chose de la nonchalance maîtrisée de leur mère, et leur bouche, leurs pommettes avaient des inflexions semblables. Sylvie fit mine de ne rien avoir remarqué, mais elle se sentit blessée que Madame Prache ne lui ait jamais parlé de ses enfants, et elle s'éloigna. Elle eut le courage cependant de revenir le lendemain, et Madame Prache la trouva changée. « Tu as l'air moins artiste. »« Ce n'est qu'une apparence. Quand est-ce que je peux vous donner mes boîtes ?»« Déjà ? Mais tu sauras tenir compte de ce que je t'ai dit ?»« Bien sûr. Enfin, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais on peut toujours essayer. »« Tu ne dois pas parler comme ça. Tu ne dois pas dire « on peut toujours essayer ». Tu dois le faire, c'est tout. Si je te demande d'être professionnel, c'est qu'il faut être professionnel. Mais c'est un mot horrible, non ? Peut-être, mais il faut savoir ce que tu veux. Si tu espères un public, il faut passer par cette exigence. Et l'amitié ? Comment ça, l'amitié ? Qu'est-ce que vous en faites de l'amitié ? Mais ça n'a rien à voir et tu le sais bien. Vous n'êtes pas mon ami ? Bien sûr que je suis ton ami, mais je commence à me demander si nous entendons exactement la même chose avec ce mot. Ah, j'en étais sûr, vous n'êtes pas mon ami. Vous ne m'aimez pas, vous ne me protégez pas. Tu emploies les grands mots, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose. Reviens me voir avec tes boîtes, et nous en reparlerons. Je m'en fous des boîtes. J'en ai jamais rien eu à foutre. Elles sont mon malheur, ces boîtes. Si ce n'est pas l'amour qu'elles m'apportent, alors elles peuvent brûler. Calme-toi, tu dis des choses que tu regretteras. Ne me dites pas de me taire, c'est insupportable à la fin. Alors vous êtes comme les hommes au cigare.
Vous ne savez pas ce que c'est, les sentiments, la création, la mort. Vous utilisez ces mots, mais vous ne les comprenez pas. Sylvie, je vais te demander de sortir. Et, pressentant qu'elle allait crier, Sylvie sortit. C'était de devenir fou. Où aller maintenant? Elle n'allait tout de même pas suivre le même parcours que la semaine précédente, ni prendre un chemin du même type dans une autre direction, pour tomber d'inanition une nouvelle fois et se retrouver dans sa chambre. Alors, faire des cercles, des parcours erratiques? Elle s'éloigna, désirant trouver des rues qu'elle n'avait encore jamais vues, et elles étaient nombreuses. Elle jeta son portable et son portefeuille dans une bouche d'égout. Elle eut mal au cœur chaque fois qu'elle revit ses parents, lorsqu'elle se trouvait prise en charge, à cause du froid ou de la faim, par des services sociaux, qui lui demandaient son nom et auxquels elle avait la paresse de mentir. Elle ne voulait pas leur faire de la peine, elle trouvait que c'étaient des gens bien. Mais sa vie prenait ce chemin, et elle n'avait pas grand-chose à en dire. Ses parents lui firent consulter un psychologue, puis un psychiatre, qui ne s'entendirent pas sur le diagnostic. En fin de compte, ils avancèrent l'hypothèse que Sylvie ne souffrait d'aucune pathologie clairement identifiée. Mortifiée, ses parents lui trouvèrent des places en maison de repos, qu'elle quitta toutes pour retrouver la rue. L'anniversaire de ses 28 ans, elle se trouvait dans un centre d'hébergement pour SDF dans le 13e arrondissement. Le froid sévissait, elle avait accepté de monter dans une camionnette, puis de s'installer sur un lit superposé dans un dortoir qui sentait la chaussette. Elle apprécia la soupe qu'on servait au sous-sol, avec de bons croûtons qui s'agglutinaient sur les bords du bol. Et elle apprécia la présence d'un garçon qui travaillait à l'accueil et lui rendait parfois visite, Fabrice, à qui elle raconta certains épisodes de sa vie et à qui elle fit des confidences. « Je ne supporte plus les contraintes, disait-elle, tout ce qui m'enferme, tout ce qui me limite. L'idée même de démarcation me fait vomir. Les lignes, les tracés, les ordres, ce sont des choses inhumaines. Les frontières devraient être interdites. La nature humaine, c'est de l'eau. Nous coulons partout. Nos pensées se déplacent dans le monde. Comment veux-tu que ce ne soit pas criminel de trancher dans le vif? Les gens se laissent couper en morceaux. Ça ne les gêne pas de se faire amputer. Moi, ça me gêne. Alors je préfère être ici. Tu fabriquais des boîtes pourtant, répondait Fabrice. Justement, je ne peux plus. Pour la première fois, il semblait qu'elle intéressait un garçon. Jamais elle ne s'était penchée sur la question, un peu comme si ça ne lui était pas destiné. Même l'amitié, elle n'y avait songé qu'avec madame Prache, et quel fiasco. Alors ce garçon, elle n'arrivait pas à se dire s'il lui plaisait, mais sa présence lui faisait un effet chaleureux, quelque chose comme un chocolat fumant. Elle verrait bien. C'était un miracle déjà qu'il s'approche d'elle sans la hérisser. Lui s'intéressait à la littérature, surtout celle des bas-fonds, comme les États-Unis savaient la développer. Il écrivait, mais dénichait surtout des textes pour quelques éditeurs. Il se cherchait encore, il ne savait pas comment vivre de cette fascination pour les parcours brisés, les vies difficiles. Il en parla si simplement que Sylvie ne se sentit pas vexée qu'il l'intègre dans son panthéon des personnages boitillants. Après tout, elle était lucide et préférait que les choses soient dites. Elle n'aimait ni le mépris ni la pitié, et Fabrice semblait la comprendre. Il insista pour venir voir les boîtes qui lui restaient, et qu'elle entassait au fond de son armoire, dans la chambre de la maison de ses parents. Elle n'y revenait plus que lors des rares intermèdes où sa famille la récupérait, avant de repartir en maison de repos ou de disparaître. Elle accepta, et quelques heures plus tard, c'était la mère qui leur ouvrait, soulagée comme toujours de revoir sa fille, et peu méfiante vis-à-vis de ce jeune homme, car il était poli et distingué. À vrai dire, elle n'avait jamais imaginé que sa fille puisse sympathiser
avec quelqu'un de ce genre. Fabrice découvrit une chambre agréable, ouverte sur la perspective du jardin, mais négligée. Sur les murs étaient punaisés d'affreux posters de groupes des années 80. Il manquait un pied au bureau griffonné de partout, attaqué par endroits à la pointe d'un compas. Pour se justifier, Sylvie avança qu'elle n'était pas là souvent et qu'elle avait exigé que sa mère ne change rien. Malgré tout, Fabrice remarqua de curieux éléments, comme des réglettes de bois clouées à la jointure des murs, ainsi que des amoncellements de scotch et de post-it. Manifestement, Sylvie s'amusait à travailler sa chambre, d'une certaine façon, même si le mot d'amusement ne convenait sans doute pas. Quand elle ouvrit le placard et découvrit à Fabrice l'amoncellement de boîtes, il n'hésita pas un instant. Il lui proposa de les emmener toutes et de lui proposer un prix pour cela. « Mais que vas-tu en faire ? Ce n'est pas un livre et tu n'es pas galeriste. »« Je sais, mais ça m'intéresse. »« Je ne te les achète pas cher, hein ? » ?»« D'accord. » Ils s'accordèrent sur un prix symbolique, et c'est avec une curieuse sensation de vertige qu'il lui donna le billet, qu'ils réunirent les boîtes dans un grand sac à fond plat, et qu'il quitta la maison, la mine réjouie, adressant à Sylvie un grand signe de la main, mère et fille clouées sur le perron, sonnées par ce qu'il venait de se passer. À vrai dire, Fabrice se demandait quelle mouche l'avait piqué. Il ne pourrait jamais revendre ces boîtes. Il n'était pas sûr de les aimer. Et il ne pouvait espérer que cette fille écrive un jour à ce sujet. Mais il lui avait paru nécessaire, ou en tout cas intéressant, de proposer ce geste. Cela avait été une façon de témoigner de son intérêt, et peut-être, pourquoi pas, de commettre un acte décisif pour aider cette fille à progresser. De même, Sylvie ne parvint pas à débrouiller le sens de cette transaction. Simplement, elle se sentait reconnaissante. Quand Fabrice disparut au bout de la rue, elle sourit à sa mère et se retrancha dans sa chambre. Un grand silence s'abattit sur la maison. Les jours suivants, la famille vécut presque normalement. Mère, père et fille se retrouvèrent pour les repas, paisiblement, afin que chacun ne vaque à ses activités. Les parents laissèrent leur fille passer le plus clair de son temps dans sa chambre, sauf pour quelques virées solitaires, et s'interdirent de lui poser des questions comme de s'inquiéter pour elle. Pendant un mois, Fabrice et Sylvie ne s'appelèrent pas. Puis Fabrice se manifesta par un message, proposant de venir la voir. Elle accepta dans l'instant, et les parents accueillirent à nouveau cet étrange garçon qui paraissait faire du bien à leur fille. Ils lui annoncèrent avec une gêne amusée que Sylvie leur interdisait désormais d'entrer dans sa chambre. Fabrice aurait donc l'immense privilège de voir la pièce, et son cœur battit très fort lorsque Sylvie prit le chemin de l'étage. Il découvrit un endroit stupéfiant. Toutes les surfaces, du sol au plafond, avaient été couvertes de matières diverses, sans cohérence apparente. Papier froissé, plastique, polystyrène, plaques de liège. Des guirlandes pendaient entre les meubles, le lit se dressait à la verticale contre le mur. Des visages de couvertures de magazines formaient des ribambelles suspendues sur des fils par des cordes à linge. Au centre, un cercle de petits coussins rouges sur lesquels trônaient des peluches en piteux état, parfois sales ou estropiées. Une fois que Fabrice eut observé la chambre, Sylvie ferma doucement la porte et vint s'asseoir en tailleur au milieu du cercle. Et elle resta là, dévisageant Fabrice, le visage livide, vidé de sa chair. Il parvint à soutenir ce regard, saisi par la force de la scène, et craignit de ne pas lui trouver d'issue satisfaisante. Alors il proposa ce qu'il avait eu en tête avant de venir, car il avait bien sûr imaginé plusieurs scénarios possibles. « Je peux te prendre en photo, Sylvie ?»« Bien sûr, » répondit-elle d'une voix exténuée. Il sortit de son sac un appareil réflexe imposant, et Sylvie fut une nouvelle fois impressionnée par les ressources de ce garçon.
Elle se figea, fixant l'objectif avec ce même visage désincarné. Fabrice prit plusieurs photos, cherchant à capter l'ensemble de la pièce, et dut pour cela ouvrir la porte et reculer dans le couloir. Il ne s'attarda pas, conscient de la fragilité de l'instant. Quand il eut fini, il rangea l'appareil et le signala par une moue des lèvres. Sylvie ne se releva pas, comme incapable d'engager la conversation. Elle ne demanda même pas ce qu'il avait fait des boîtes, et c'était mieux comme cela, car il n'en avait précisément rien fait et ne comptait rien en faire. Pour une fois, il perdit sa contenance, et c'est elle qui le sortit de ce mauvais pas, en contractant son ventre pour prononcer la dernière phrase. « Je vais m'arrêter là, Fabrice. »« C'est d'accord, je te laisse tranquille. » Et il préféra partir, percevant l'état second de Sylvie. Un mois plus tard, il appela les parents, car Sylvie ne répondait plus à ses messages. Ils lui annoncèrent qu'elle avait chuté, le lendemain de la visite de Fabrice, dans un état de prostration. Cessant de parler, cessant de se nourrir, elle n'avait pas l'air malheureuse, mais simplement sans vie. Il n'avait eu d'autre solution que de lui trouver une place en institut, et elle y menait désormais une vie végétative, sans escapade. La mère déclara que Sylvie s'était fabriqué une petite nuit bien à elle, sans doute la dernière, et Fabrice la remercia d'avoir trouvé cette expression. Un moment, il eut peur d'avoir joué un mauvais rôle dans cette histoire. Mais, quand il regardait les photos de la chambre, centrées sur le visage lumineux de Sylvie, il se disait qu'il avait au contraire sauvé l'esprit de cette fille, et que celui-ci vivait encore, quelque part entre le papier des clichés et tous les endroits qu'elle avait hantés.